ça va se déclencher. Belle conférence, merci. Merci beaucoup Marie-France de me donner cette occasion de parler de ce beau pays que j'ai eu l'occasion de découvrir en octobre 2017, donc il n'y a pas si longtemps. Et nous avons eu l'occasion avec mon mari et ma fille qui travaillaient au Burundi à ce moment-là, de passer 13 jours dans ce pays. Et nous avons bien sûr été très affectés par le déclenchement de la guerre civile en novembre 2020, qui a duré exactement 2 ans. Donc ce voyage que nous avons fait dans la partie nord du pays ne serait pas possible et en tout cas est fortement déconseillé quand on va sur le site du ministère des Affaires étrangères. J'ai encore vérifié hier. L'Éthiopie est un pays qui fascine depuis l'Antiquité, sous des noms différents. Alors, pour les Égyptiens, le pays du dieu soleil, des aromates et du Nil. Couche, le pays du sud de l'Égypte, mentionné dans la Septante, qui est la traduction grecque de la Bible. Abyssinie, le pays des Abashates, ou donc Éthiopie, le nom utilisé pour la première fois par Homère. Le mot Éthiopie vient du grec éthiope, qui veut dire au visage brûlé, ce qui s'appliquait en fait à tous les habitants au sud du Nil. Alors, je vous raconte une petite histoire qu'un guide nous a racontée sur place, sur la création des Éthiopiens. Le 6e jour, Dieu façonne l'homme avec de la terre. La première figurine est trop cuite, il la jette sur l'Afrique. La deuxième n'est pas assez cuite, il la jette sur l'Europe. La troisième est al dente, il la jette sur l'Éthiopie. L'Éthiopie est le 2e pays d'Afrique par sa population, à peu près 120 millions d'habitants en 2021, juste derrière le Nigeria. 34% de la population est musulmane, mais ça concerne plutôt le sud du pays. Il y a en tout 80 ethnies et 290 langues. Et la langue principale est, comme vous le voyez, l'amharique, qui est une écriture donc de gauche à droite, qui compte 26 lettres et 7 voyelles notées par un petit signe au-dessus de chaque lettre. Donc là, vous voyez où se place l'Éthiopie. Donc dans une carte plus détaillée. Donc vous voyez, alors j'ai mon petit pointeur, que l'Éthiopie donc a une frontière commune avec l'Érythrée, qui d'ailleurs était une province éthiopienne de 62 à 93. Ensuite, la République de Djibouti, la Somalie, donc là on continue, et en repartant donc vers l'ouest, donc le Soudan, Soudan du Sud, et le Kenya. Et depuis l'indépendance de l'Érythrée, donc en 93, l'Éthiopie, vous le voyez, n'a plus d'accès à la mer. Alors, je vous montrerai tout à l'heure le trajet que nous allons faire, mais je vais d'abord vous parler un petit peu du drapeau. Et donc, le drapeau de l'Éthiopie depuis 1996. Alors, vous voyez les différentes couleurs. Le vert symbolise la terre et l'espoir, le jaune la paix et l'harmonie, et le rouge la force. Ces couleurs, depuis, ont été utilisées par de nombreux pays d'Afrique quand ils sont devenus indépendants, pour reprendre le fait que l'Éthiopie a été le seul pays africain à ne pas connaître la colonisation, sauf entre 1936 et 1940, par les Italiens. Ces couleurs ont été choisies en 1897 par l'empereur Mélénique II, que l'on appelait le Négus Négas, le roi des rois, et un an après la victoire contre l'Italie lors de la bataille d'Adoua. Alors, je vais vous montrer où est Adoua, je reviens à la carte. Vous voyez le petit pointeur, alors ça ne s'écrit pas de la même façon, mais Adoua. Donc, dans le nord du pays. Alors, je reviens là. Alors, cette bataille est très importante car elle est en effet la première défaite qu'une armée africaine a infligée à une armée européenne. Et du coup, c'est l'occasion d'une grande commémoration chaque année, encore maintenant. Sous l'Égypte des Mamelouks et avant l'ouverture du canal de Suez en 1869, l'Éthiopie n'a pas d'accès à la Méditerranée. Elle est menacée sur sa côte orientale par les Britanniques en Somalie et les Italiens en Érythrée. Lors de la conférence de Berlin en 1885, après l'abolition de l'esclavage, les puissances européennes, l'Empire ottoman et les États-Unis se partagent l'Afrique. Bon, l'Italie ne devient un pays unifié qu'en 1860. Et du coup, à ce moment-là, il ne lui reste plus que l'Éthiopie. Donc, elle essaye de s'implanter là-bas. Mais réalisant que le traité de commerce et d'amitié signé en 1889 avec
le roi Umberto Ier ne comporte pas le même texte en italien et en amharique, donc on essaye de le gruger. Donc le roi Ménélique II refuse le statut de protectorat qu'on affirmait lui faire signer. Et c'est cela qui va conduire donc à cette grande victoire. Mais ce qui va être un grand traumatisme pour l'Occident ne va pas être forcément une bénédiction pour les Éthiopiens, car ça va conduire à des règlements de compte entre les ethnies et des massacres. Alors, je reprends donc les 3 couleurs. Ont été utilisées par le mouvement Rastafari, fondé dans les années 1930 par un prophète jamaïcain qui annonçait que la libération des esclaves viendrait de l'Est. Ras en amharique signifie tête et Tafari est le nom de celui qui fut régent de 1916 à 26, puis couronné empereur d'Éthiopie sous le nom d'Haïlé Sélassié. Donc, vous avez sûrement entendu parler de lui. Donc, ça veut dire, en fait, ce nom-là veut dire le pouvoir de la Trinité. On reparlera de la Trinité après. Et il revendique une filiation remontant au roi Salomon par la reine de Saba, dont on reparlera aussi. Et le drapeau des Rastas est celui de l'Éthiopie impériale abordant le lion de Juda. Donc là, il y a les dates aussi du règne. Alors, le Négus, il était considéré comme le Messie et investi du pouvoir de faire tomber la pluie. Alors, malheureusement, la grande sécheresse de 1974 va bien montrer qu'il ne fait plus tomber la pluie et il va devoir abdiquer. Enfin, ce n'est pas la seule raison. Mais... Instauration du socialisme en Éthiopie avec le colonel donc Mengistu et la période qu'on a appelée la Terreur rouge. Donc, il sera au pouvoir jusqu'en 91. Soutenu par l'URSS et Cuba, il combat les sécessionnistes érythréens et tigréens. On reparlera du Tigré après. Donc, en 84, 7 millions d'Éthiopiens sont en danger de mort du fait de la famine. Donc, vous vous rappelez sûrement de cette époque. C'est d'ailleurs à partir de ce moment-là qu'on a commencé à parler de l'Éthiopie dans les médias. Et le monde va prendre conscience de la situation avec la chanson « We are the world ». Donc, en 91, Mengistu s'exile au Zimbabwe. En 93 va être proclamée l'indépendance de l'Érythrée qui va devenir ainsi le 52e État africain. En 94, il va y avoir les premières élections démocratiques, la constitution d'un État fédéral sur des bases ethniques. Ensuite, le procès de la Terreur rouge, pendant lequel entre 100 000 et 200 000 personnes ont été portées disparues ou exécutées sous Mengistu. Ensuite, il va y avoir le conflit donc, avec l'Érythrée. Donc, la mort de l'homme fort du pays depuis 1995, donc le Tigréen Meles Zenawi. En 2018, l'accord de paix avec l'Érythrée va être signé donc, par le Premier ministre éthiopien, donc, qui est de l'ethnie Oromo, qui est la plus nombreuse. Il va recevoir le prix Nobel de la paix en 2019. Mais ce n'est pas si simple parce qu'en fait, il va être ensuite accusé de crimes de guerre et de nettoyage ethnique pendant justement la guerre du Tigré dont je vous parlais au début de la conférence. En ce moment, il y a à peu près 2 millions d'Éthiopiens qui ont été donc déplacés. Le cessez-le-feu a été signé à Pretoria le 2 novembre entre le Front de libération du peuple du Tigré et les troupes du gouvernement fédéral. Je reprends le drapeau. Et donc, cette étoile est l'emblème de l'Éthiopie. Elle a été rajoutée donc après la chute du régime de Mengistu et elle symbolise la diversité et l'unité. Et les rayons qui l'entourent représentent la prospérité. Alors maintenant, j'avais dit que je vous montrerais le circuit que nous allons faire. Donc, je reprends le pointeur. Alors, nous allons voyager ensemble donc d'Addis Abeba, la capitale, jusqu'au lac Tana et Baarda. Là, je vous parlerai du grand barrage sur le Nil. Ensuite, nous irons à Gondar. Ensuite, dans les montagnes et faire tout un tour jusqu'à Aksum, Mekele. Donc ça, c'est dans le Tigré. On ne pourrait pas y aller aujourd'hui et on finira par la Libella. Alors, je commence donc avec la capitale, Addis Abeba. Alors, le nom veut dire « nouvelle fleur ». C'est la capitale de l'Éthiopie depuis 1896, mais aussi de l'Afrique, avec le siège de l'Organisation de l'Union africaine depuis 1963. La capitale, donc ça c'est quand même assez particulier, elle est située à 2000
400 mètres d'altitude et est donc la quatrième capitale la plus haute du monde, après La Paz, Quito, Bogota et juste avant la capitale du Bhoutan. L'étiquette de cette bouteille de bière nous a appris à l'époque, hein, je vous rappelle que nous avons voyagé à l'automne 2017. Nous sommes 7 ans et 8 mois plus jeunes en Éthiopie, car le pays suit en effet le calendrier julien, qui a 12 mois de 30 jours, plus un mois de 5 ou 6 jours. L'année commence le 11 ou le 12 septembre, ça dépend si c'est bissextile de notre côté ou pas. Les heures se comptent à partir du lever du soleil, soit 6 heures du matin, ce qui varie très peu au cours de l'année puisque nous sommes quasiment sur l'équateur. Donc les voilà ces sortes de grandes, un peu de chamois, nous en reparlerons après. Donc qu'est-ce qu'on mange en Éthiopie? On mange avec sa main droite en trempant un bout de galette, l'injera, dans la sauce. Donc la galette est fabriquée à partir de teff, la céréale de base, donc on en verra des photos tout à l'heure. Et c'est une galette, c'est un goût un peu fermenté et on trouve ça avec tous les repas, c'est un peu comme, notre pain. Et on reconnaît les champs de teff à leur couleur vert très doux et les grains à leur taille minuscule. Il y a une autre chose aussi qui sert à faire des galettes qui s'appelle, N7, c'est une sorte de faux bananier dont on réduit le tronc en poudre et on fait fermenter l'amidon obtenu en l'entourant de feuilles, en l'enterrant pendant plusieurs mois. Et donc tout cela sert à fabriquer des galettes et avec les feuilles, on fabrique des paniers, on recouvre les toits, et cetera. Les viandes consommées en Éthiopie sont le bœuf, l'agneau, la chèvre, pas mal, le poulet et dans l'Est, le chameau, nous en verrons aussi. Et puis deux petits points voilà, sur l'économie, pour continuer sur l'économie avant de poursuivre le voyage. Les principales productions du pays sont l'or, le tchat dont je parlerai, le cuir, le sel. Les grands chantiers routiers sont financés par les Chinois, comme à beaucoup d'endroits en Afrique, ainsi que le palais de l'Union africaine, le chemin de fer vers Djibouti, qui est un projet, une sorte de serpent de mer qui dure depuis un moment, qui donnerait un accès à la mer pour les marchandises, puisqu'un accord avec l'Érythrée est impossible sur ce point. La monnaie est le birr. Voilà, donc je continue le voyage. Donc nous avons ensuite visité la cathédrale Sainte-Trinité, qui est de style grec et arménien, construite entre 1928 et 1944. Alors à l'intérieur, c'est le seul endroit d'ailleurs où il est autorisé, on voit le drapeau de l'Empire avec le lion de Juda. Et il y a le tombeau d'Haïlé Sélassié et de sa femme, voilà, construit 17 ans après sa mort. Et les vitraux sont d'un artiste très connu en Éthiopie, Afewerk Kekle. Les quartiers d'Éthiopie, de Addis Abeba s'appellent kilomètre 1, 2, 3, etc. L'hôtel de ville est au kilomètre 0. Et donc, voilà, donc on est parti de là pour aller au marché, le mercato. Là, il ne s'agit pas du tout de foot, hein, c'est juste le plus grand marché d'Afrique, grouillant, où on trouve absolument de tout. Donc, je ne pouvais pas vous mettre toutes les photos, mais ça vous donne un petit aperçu. Donc, notamment ces jolis paniers que vous avez vus en introduction. Donc, à Addis Abeba, il y a aussi le musée national. Et c'est là où nous avons appris plein de choses sur le berceau de l'humanité et nous avons rencontré notre lointaine cousine Lucie, découverte en 1974 et qui a vécu il y a 3 millions d'années et 200 000 ans. Elle mesurait 1,18 m. On a aussi découvert un Homo sapiens d'à peu près 200 000 ans en Éthiopie. Et c'est là aussi, dans ce pays, qu'est apparu l'Homo erectus il y a 1,7 million d'années. On a trouvé des traces d'utilisation du feu datant d'il y a à peu près 400 000 ans. Dans le nord-est du pays, donc nous ne sommes pas allés jusque-là, mais il y a une grotte qui s'appelle la grotte du Porc-Épine qui a été explorée par Teilhard de Chardin et on y a trouvé des peintures rupestres de bovins datant de moins 7500 à peu près. Le musée compte aussi pas mal de tableaux sur l'histoire de l'Éthiopie. Donc là, je vais commencer avec un premier épisode qui est très important dans l'histoire éthiopienne. Donc la rencontre entre la reine de Saba et le roi Salomon. D'après le Kebra Nagast, c'est-à-dire le livre de la gloire des rois, écrit entre le 6e et le 14e siècle, alors on ne sait pas trop, il y a beaucoup de dates qui sont légendaires en Éthiopie, c'est assez difficile de s'y retrouver. Donc cette histoire est pour légitimer la dynastie régnant sur l'Éthiopie. La reine de Saba part d'Aksum avec de nombreux cadeaux pour rencontrer le roi Salomon dont elle a entendu parler. Donc c'est à peu près vers… alors,
on pense, entre moins 972 et 932. Cette visite est aussi racontée dans la Bible, au livre des Rois, chapitre 10, ou dans les Chroniques, chapitre 9. Donc ce livre de la gloire des rois décrit le songe prémonitoire de Salomon, qui après avoir connu, au sens biblique, la reine de Saba, voit le soleil descendre sur le pays de Juda et se déplacer vers l'Éthiopie. De retour dans son pays, la reine donne naissance à un fils, Mélénique, qui une fois adulte va rencontrer son père Salomon. Le roi, loin de l'huile de la royauté, lui promet un morceau du couvercle de l'arche d'alliance et le renvoie pour régner sur l'Éthiopie, accompagné de jeunes nobles juifs. Mais ceux-ci dérobent l'arche et l'amènent en Éthiopie. Donc pas simplement un morceau, mais carrément toute l'arche d'alliance. Alors, cette histoire est aussi revendiquée par le Yémen, donc c'est un peu problématique. Mais on peut dire que l'Éthiopie et le Yémen faisaient sans doute partie du même royaume à l'époque. En tout cas, cette histoire permet aux Éthiopiens de s'approprier la préférence divine réservée au peuple élu, donc les Juifs, et qui a été transférée sur les souverains éthiopiens après la crucifixion de Jésus par les Juifs. Les Éthiopiens deviennent alors dépositaires de l'héritage de Salomon par le sang, la promesse et l'onction. C'est ainsi que Ménélique I fonde la dynastie salomonique qui perdurera jusqu'au Xe siècle, jusqu'à la nouvelle dynastie des Agoués. Et ensuite, cette dynastie donc, de Salomon reprendra avec Haïlé Sélassié jusqu'en 74. Donc, vous voyez bien que l'histoire est importante, elle apparaît partout. Alors, bon, la bataille d'Adoua, donc ça, j'en ai déjà parlé. Donc, toujours au musée. Dans le jardin du musée, donc, il y a cette grande statue d'Haïlé Sélassié qui envoie, j'allais dire en mission, 12 étudiants. Alors, c'était très envoyé en Europe ou aux États-Unis. Donc, ça a été important dans toute l'histoire éthiopienne et sans doute dans beaucoup de pays d'Afrique d'envoyer les enfants de l'élite étudier en Occident. Et ensuite, avec Mengistu, ça sera plutôt en Union soviétique. Donc là, toujours à Addis Abeba. Donc là, le soir, nous montons sur sur la colline, mais c'est un peu plus que ça, parce que là, on en est à 3200 mètres d'altitude, donc où il y a beaucoup d'eucalyptus. C'est l'endroit où il y avait donc le palais impérial avant la fondation de la capitale. Alors, je parle un petit peu des eucalyptus parce que c'est un problème, en fait. C'est un arbre qui se développe très vite. Ça a été introduit par le Ménélique II. Donc, impeccable pour la construction, les échafaudages, mais ça fournit du mauvais charbon de bois et ça appauvrit le sol. Donc, ce n'est pas forcément une bénédiction. Donc, après, depuis Addis Abeba, nous avons pris l'avion jusqu'à Bahar Dar, donc au sud du lac Tana. C'est à 560 km, mais ça nous aurait pris 11 à 12 heures en voiture. Donc, on a pris l'avion, c'était plus rapide. On a survolé le Nil bleu qui traverse le lac Tana et ensuite dessine une boucle, passe au Sud-Soudan et rejoint le Nil blanc à Khartoum, donc au Soudan, pour former le Nil. Le fleuve traverse 9 pays, s'étire sur 6700 km, ce qui le fait rivaliser avec l'Amazone. Donc les paysages que nous survolons sont très montagneux, rivières très encaissées, et tout est très vert parce que nous étions juste après la saison des pluies. Bahar Dar est la 3e ville d'Éthiopie, située à 1850 mètres d'altitude, et son nom signifie bord de mer ou bord de lac, c'est pareil. Donc nous montons sur une colline pour apercevoir le lac, qui est le plus grand lac d'Éthiopie, qui s'étire sur 85 km du nord au sud. Donc là, on voit les enfants qui sortent, là ce sont des filles qui sortent de l'école en uniforme. Et comme dans beaucoup de pays en voie de développement, il y a 2 sessions en fait. Il y a ceux qui vont à l'école le matin et ceux qui vont l'après-midi. Donc ensuite, nous prenons la voiture pour aller jusqu'à ce site-là pour voir les chutes du Nil bleu. Donc 35 km de route en travaux, parcourus par de nouveaux animaux, donc vous imaginez bien qu'on n'est pas allé très vite. Donc nous arrivons sur une piste avec plein de petites boutiques, payons l'entrée pour le site, prenons un guide et passons sur ce petit pont en pierre construit par les Portugais. Et le nom de ce pont, Tiosa Didil, signifie fumée eau. Vous verrez, c'est un peu la fumée, donc la vapeur d'eau venant des cascades. Le sentier
et bordé de fleurs jaunes des acacias dont on fait justement du charbon de bois. Donc là, scène, typique, hein, vous verrez beaucoup d'autres animaux, identiques. Donc les chutes sont en aval d'un barrage, elles sont moins abondantes en saison sèche, donc là, à la limite, il n'y avait pas autant d'eau que durant la saison des pluies. Alors, je dois vous parler donc maintenant de ce qu'on appelle le grand barrage de la Renaissance éthiopienne, un immense, projet d'ailleurs très contesté. Sur le Nil bleu, près de la frontière avec le Soudan, donc ce barrage, à être construit en 2013, a été prévu pour être le plus grand barrage hydroélectrique d'Afrique. Et il vient, il y a quelques mois, de connaître sa troisième phase de remplissage. Donc voilà, ça se fait assez graduellement. Et la première turbine a été mise en service il y a 1 an. Et comme le Nil bleu fournit 59% du débit du Nil, le projet inquiète bien sûr l'Égypte. Et à terme, donc la zone, alors bon, je ne vous montre pas sur la carte, mais en gros, c'est vraiment à l'ouest du lac Tana, juste à la frontière avec le Soudan. Et à terme, donc ça va couvrir 2 fois la surface du lac Tana et ça va entraîner donc des grands déplacements de population et va sans doute affecter la biodiversité de la région. Donc c'est pas simple. Mais d'un autre côté, l'Éthiopie, qu'on appelle le château d'eau de l'Afrique, a besoin de cela pour son énergie, pour produire de l'électricité. Mais le problème, c'est que comme il n'a pas d'accès à la mer, bah, tous les fleuves passent par d'autres pays. Et c'est ces pays qui sont en aval, du coup, sont inquiets de voir le débit du Nil se réduire. Mais pour l'instant, il y a encore de gros problèmes de coupure d'électricité en Éthiopie et c'est bien sûr un frein au développement économique. Alors, donc, pour voir donc ces chutes, nous avons traversé donc des paysages et avons rencontré pour la première fois vraiment l'agriculture de ce pays. Donc là, vous voyez les petites cases. Donc il y a des cultures d'oignons, de, de tchate, ces fameuses feuilles, pardon, des feuilles que l'on mâche et qui ont un effet euphorisant et excitants, qui sont une partie intégrante de la culture islamique et utilisés par les mystiques musulmans. Donc là, mon mari avait eu l'occasion, quelques années auparavant, à voyager au Yémen et ayant essayé de mâcher alors ça s'appelle du khat au Yémen, hein, on ne prononce pas de la même façon. Il n'avait pas réussi à dormir pendant 3 jours, je crois. Donc c'est quand même assez violent. Donc voilà la campagne. Ensuite, nous avons fait un petit tour, au marché, donc pour voir un petit peu toutes les productions et là, ce sont des morceaux de bois d'encens, hein, une sorte d'écorce. Ensuite, nous sommes allés donc au bord du lac. Donc là, vous voyez toutes ces petites pirogues tressées en papyrus qu'on appelle des tanquois. Il faut à peu près, 1 heure pour, aller ensuite sur les îles. Il y a en fait 30 îles, 38 monastères, dont 3 sont interdits aux femmes et 1 est interdit aux hommes. Et c'est justement dans celui-là dont on dit qu'il abritait l'Arche d'Alliance. Alors, est-ce pour les garder purs des hommes qu'on les interdisait de venir? Ça, on peut en discuter. Alors là, maintenant, là, je vous fais juste une petite parenthèse sur l'église éthiopienne parce que c'est vraiment enfin, tout à fait intéressant et très particulier. Donc, c'est une église orthodoxe orientale qui fait partie des églises des 3 conciles, avec celle d'Égypte, hein, donc les Coptes et les Arméniens. Donc, il y a d'ailleurs beaucoup de points communs avec l'Arménie. Nous avons eu l'occasion cet été d'y aller avec des amis voilà, d'origine arménienne. Il y a énormément de points communs. D'ailleurs, c'est très troublant. Nous aurons peut-être l'occasion d'en reparler. Donc, ces églises des 3 conciles, elles font suite au concile de Chalcédoine de 451 qui condamne le monophysisme, cette doctrine qui affirme l'union du divin et de l'humain dans le Christ en une seule nature, disant que la nature divine a absorbé la nature humaine. Je ne rentre pas dans les détails, hein, c'est de la théologie, mais ça a énormément d'impact du coup sur la formation des différentes églises. Donc, l'église éthiopienne, constituée vers le IVe siècle, est l'une des plus anciennes églises chrétiennes et la première en Afrique. En l'an 330, le roi Ezana se convertit sous l'influence du roi Frumentios
pardon, pas du roi, d'un prêtre, pardon, qui sera ordonné évêque par le patriarche d'Alexandrie, d'ailleurs dont l'Éthiopie va dépendre pendant très, très longtemps. En 332, le christianisme devient religion officielle du royaume d'Aksum, qui s'étendra vers l'ouest et le sud. Pendant 1500 ans, le christianisme exerce une forte influence et le roi est de droit divin. Au VIe siècle arrivent les 9 saints syriaques, qui sont considérés comme les pères fondateurs de l'Église éthiopienne. Donc, je ne vous dis pas tous leurs noms, mais on va en croiser certains sur les peintures que je vous montrerai ensuite. Il va y ensuite avoir des communautés monastiques, mais ce n'est pas du tout des monastères comme en Europe, c'est plutôt une constellation de différentes cellules et de petites grottes, de petits ermitages. L'Église est devenue indépendante du patriarcat d'Alexandrie en 59. Son chef porte le titre de patriarche et catholicos d'Éthiopie, archevêque d'Aksum et réside à Addis Abeba. L'Église éthiopienne a été relativement isolée entre les 7e et 14e siècles et a développé une spiritualité bien particulière, une théologie et des usages liturgiques marqués par l'Ancien Testament. Et c'est ainsi qu'on retrouve énormément de choses qu'on trouve dans le judaïsme, qui n'existent pas du tout dans d'autres églises. Le respect du sabbat, la circoncision, certains interdits alimentaires. Et donc, elle se réclame à la fois de l'ancienne et de la nouvelle alliance. Chaque église abrite une copie de l'Arche d'Alliance, qu'on appelle Tabot. On parle 40 fois de l'Éthiopie dans la Bible, et notamment jusqu'aux Actes des Apôtres. Vous connaissez peut-être l'histoire de Philippe qui rencontre un Éthiopien et qui va pouvoir baptiser. Le symbole de l'Église, mais là on l'a déjà vu, c'est le lion du Juda qui représente Jésus. Alors au XIIIe et au XIVe siècle, le centre politique du pays se situait sur les rives de ce lac. Et c'est là qu'on trouve des monastères construits entre le XIIIe et le XVIIe siècle, les tombeaux de nombreux rois. Les îles sont recouvertes d'arbres très touffus. Après une heure de navigation, nous atteignons une presqu'île et en compagnie de nombreux pèlerins, visitons un premier monastère, Batra Mariam, ce qui veut dire le bâton de Marie. Donc vous voyez cette église, elle est toute ronde. Sur le toit, donc, ce qu'on appelle une croix de Gondar, on ira à Gondar un peu plus tard, et des œufs d'autruche qui symbolisent l'égalité. Alors, on nous avait prévenu d'avance qu'il fallait qu'on enlèverait nos chaussures, qu'il fallait prévoir des chaussettes pour éviter d'attraper des puces. Malheureusement, on en attrapera quand même. Donc, nous marchons sur des nattes. L'espace est divisé en 3 cercles concentriques. Alors là, je peux pas, il faut juste que vous imaginiez. Donc, à l'intérieur, ce qu'on appelle le Saint des Saints, où est conservée donc l'Arche d'Alliance, Tabot, qui est protégée par un grand rideau et dans lequel seuls les prêtres et les diacres pénètrent. Ensuite, il y a un deuxième cercle, Kédes, qui est réservé aux officiants et à la distribution de la communion. Puis le narthex, on retrouve ça aussi en Occident, qui se situe parfois à l'extérieur. En tout cas, c'est la première galerie là, que vous voyez juste derrière le rideau. Alors, ils font le signe de croix, pas du tout comme les catholiques. Ils partent d'en haut, puis l'épaule droite, l'épaule gauche, puis en bas, et 3 fois. L'église comporte 3 portes, une à l'ouest pour les prêtres, au nord pour les hommes et au sud pour les femmes. L'est, l'Orient, représente la résurrection. Les peintures, alors c'est absolument fabuleux, je n'ai pas pu non plus toutes vous les mettre, sinon on aurait eu 200 diapos, mais donc avec des couleurs très très vives. Alors elles datent du XIVe siècle, elles ont été refaites au XIXe siècle. Certaines sur toile sont d'époque et sont parfois protégées par un voile. Alors là, c'est une petite histoire qu'on va revoir à plusieurs reprises. Un saint cannibale qui aurait mangé 77 personnes, mais un jour a donné un verre d'eau à un lépreux, ce qui va lui permettre en fait d'être racheté. Une fois en enfer, Marie se souvient de lui et il met le verre d'eau dans la balance du jugement et ça lui vaudra d'être sauvé. Là, désolée, la photo est un petit peu floue, mais je trouvais intéressant de montrer un peu cet anachronisme. Là, on représente donc la donatrice, celle qui a quelque part donné l'argent pour construire cette église et on voit donc ces gardes avec des fusils. Là, il y a l'histoire aussi d'un saint avec un serpent dont je reparlerai et là,
Voilà, c'est cette croix que l'on trouve, partout, que portent notamment les prêtres. Donc là, voilà Marie dans encore une de ces croix éthiopiennes. Là, c'est à l'intérieur justement du narthex, nous avons pu faire, le tour. Donc vous voyez, tout est en bois avec des nattes et des peintures partout. Voilà donc un prêtre avec aussi le petit sorte de petit pinceau, de petit balai pour, éloigner les insectes avec son grand chapelet et pas mal d'ombrelles qui servent pour les cérémonies et qui sont pliées dans un coin. Ensuite, nous reprenons le bateau pour aller sur une autre île et voir un autre monastère qui date, du XIVe siècle. Et là, nous avons vu des caféiers tout le long du chemin, des citronniers, des arbres à houblon, donc pour faire de la bière, avec un petit musée avec des livres anciens et une grande église avec un toit en tôle. Alors dans ce petit musée, donc, on a vu des textes. Alors traduit du grec angaise, qui est la langue, sacrée, dérivée du sabéen, donc on trouve en Éthiopie et au Yémen. C'est toujours la langue liturgique et dans les manuscrits, les noms des saints sont écrits en rouge. Donc là, on ne peut pas lire, mais on imagine que ce sont, voilà, des noms propres. Et certains des livres, de la Bible, donc considérés comme apocryphes, qui n'ont donc pas été retenus par les catholiques dans le canon, font partie du canon, éthiopien. Voilà donc un autre saint qui lui ne rappelle, tout à fait, saint François d'Assise, représenté avec des animaux qui boivent ses larmes, des lions et des léopards. Donc il y a des peintures absolument magnifiques, mais le torchis est parfois abîmé et du coup, ce qui a abîmé les peintures. On voit notamment, je reprends mon pointeur, on voit Jean-Baptiste qui tète sa mère morte, Élisabeth, puis ensuite qui boira le lait d'une gazelle. Donc là, vous voyez le prêtre avec ses ornements rouges et toutes les peintures et l'histoire aussi de saint Georges, terrassant le dragon. Vous voyez, c'est vraiment superbe, enfin tous les coins de l'église. Donc là, je vous montre, voilà, c'est intéressant parce que là, ce sont les rois mages. Balthazar l'Éthiopien, on reconnaît un petit peu, voilà le genre de visage. Gaspard le Perse et Melchior le Syrien. Donc Balthazar, c'est l'Éthiopien. Donc on a vu un serpent tout à l'heure sur une autre, peinture et ce saint-là, qui est un des 9 saints qui aurait donc fondé l'église, est représenté avec un serpent qui, sur ordre de saint Michel, se transforme en corde, lui permettant de monter à son monastère situé en haut de la colline. Donc voilà une autre, peinture avec le roi, puis vous voyez toujours ces petits, sortes de petits balais. Ah, c'était très intéressant parce que nous sommes arrivés au moment voilà, du début de la messe. Donc on voit les prêtres en robe rouge qui se préparent à la messe, donc à un grand renfort d'encens. Ils sont normalement au nombre de 5, comme les 5 piliers de l'Église, 2 prêtres qui représentent Moïse et Élie, le prophète Élie, hein, comme dans la Transfiguration, et 3 diacres, Pierre, Jacques et Jean, aussi dans la scène de la Transfiguration. Ils se rendent dans la maison du pain, c'est le nom de Bethléem, pour préparer la communion, ressortent avec le pain porté sur la tête dans un panier. Un gong en pierre fait office de cloche, pardon. Un rideau est tiré sur l'entrée de l'église quand la messe commence. Et donc les femmes, vous avez vu là, sur une des photos, ont une grande jupe et une grande écharpe blanche sur la tête. Donc ensuite, nous sommes redescendus pour, retrouver donc le lac et reprendre le bateau. Et là, ce sont des pélicans. C'est assez impressionnant. Donc ensuite, nous partons donc vers le nord, vers, Gondar, en longeant le lac vers le nord, donc avec des champs de teff. Je vous parlais de ces toutes petites graines, hein, et du vert très clair, quand je vous parlais des galettes tout à l'heure.
Donc on voit c'est un peu comme en Asie, hein, on voit des tuk-tuk. Beaucoup de gens qui marchent aussi. Les Éthiopiens marchent beaucoup et c'est là vraiment qu'on se rend compte que le pays est très, très agricole. Tout le monde marche, les hommes enveloppés d'un châle blanc, un bâton à la main ou porté derrière les épaules, ce qui leur donne une belle prestance. Donc le matin, ah oui, je voudrais signaler aussi une petite chose. On est réveillé parce qu'on pense être l'appel à la prière, mais en fait, on n'est pas du tout dans une zone musulmane, mais simplement dans une zone chrétienne. Et du coup, c'est de la prière chrétienne diffusée par haut-parleur, ce qui est vraiment une chose qu'on a expérimentée nulle part ailleurs. Et là, cet endroit où vous voyez la vue sur le massif du Simien, nous allons dans un petit coin où la reine Élisabeth II a été conviée à un banquet. Donc voilà, il n'y avait pas grand-chose forcément à voir, mais on nous a fait passer par là. Un autre endroit très, très intéressant, toujours sur la route, donc un village, Falacha, déserté par les Juifs et repris par leurs voisins chrétiens, où nous visitons une petite synagogue. Les Juifs qui habitaient ici préféraient être appelés Beta Israël, ce qui veut dire la maison d'Israël, alors que le mot Falacha veut dire émigrer. Ils étaient les descendants des populations judaïsées avant la conversion du royaume d'Aksum au christianisme au IVe siècle. À partir du XVe siècle, ils sont marginalisés, interdits d'hériter et donc, ne pouvant pas être des paysans puisqu'ils n'avaient plus de terre, ils se sont tournés vers l'artisanat, le travail du forgeron, ce qui leur a valu une réputation de sorciers. Menahem Begin va s'intéresser à eux, ce qui va conduire à leur accueil par l'État hébreu. Ils sont en effet reconnus comme juifs par Israël en 73 et menacés par le Derg, donc sous le régime de Mengistu. Ils vont pouvoir partir en Israël grâce à l'opération Moïse en 84 et l'opération Salomon en 91. Alors la première opération va permettre l'immigration en Israël de 6 500 falachas à partir du Soudan. L'opération est tenue secrète car le Soudan ne veut pas avoir de problème avec ses musulmans voisins. Et malheureusement, un journaliste va parler de l'opération qui va devoir être interrompue. Et ça va recommencer en 91 avec l'opération Salomon, qui va permettre le départ de 15 000 juifs éthiopiens, tous les falachas restants, en espace de 72 heures. Un pont aérien va jusqu'à entasser 1200 personnes dans un seul avion, donc c'était super dangereux. De nombreux hôtels sont mobilisés en Israël. Alors, si vous êtes intéressé par cette question, regardez le film Va, vie et devient qui raconte cette histoire-là. J'ai pas le temps pendant cette conférence de vous en parler, mais j'ai à ce moment-là étudié l'histoire des 10 tribus perdues d'Israël. Et en fait, la tribu de Dan serait celle qui serait installée en Éthiopie et serait la première des 10 tribus à être retournée en Israël. Donc c'est aussi toute une histoire très intéressante. Donc voilà, c'est quelque chose d'assez surprenant. Donc là, voilà une tombe et donc la petite synagogue dont je vous parlais. Ensuite, nous continuons donc en voiture jusqu'à Gondar. Alors, vous voyez une architecture complètement différente. Au début du XVIIe siècle, plusieurs rois se convertissent au catholicisme sous l'influence des jésuites et ça va provoquer une guerre civile. Et le roi Vassiladès, au XVIIe siècle, chasse les jésuites et rétablit la foi traditionnelle, donc orthodoxe, entre guillemets. Et il va fonder à Gondar une nouvelle capitale qui va durer pendant 2 siècles et il va obliger les catholiques à se reconvertir à l'orthodoxie. Et son palais va être le seul château fort d'Afrique. Sur ce site, 6 palais seront construits, chacun de ses successeurs, dont l'un, Yassou, a été en contact avec Louis XIV. Et c'est ce qu'on trouve dans le livre L'Abyssin de Jean-Christophe Ruffin. Et d'après ce livre, le roi souffrait d'une maladie de peau et un médecin français, Jean-Baptiste Poncet, va lui prescrire la construction d'un sauna. Donc là, on est toujours à Gondar. Il y a toujours ces scènes très atypiques. Donc Vassiladès, dont je vous parle, celui qui chasse donc les jésuites, a construit donc ce qu'on appelait donc ces bains baptistères pour tous les baptêmes ou les rebaptêmes en masse. Alors, lors de la visite, tous les banians, vous voyez tous ces arbres-là, toutes les racines, nous a fortement rappelé donc les temples d'Angkor au Cambodge.
Ce lieu est très important car il y a une grande fête, en janvier, le 19 ou le 20 janvier, qui s'appelle Timkat. Alors nous n'y étions pas à cette époque-là, mais il paraît que c'est vraiment le moment où il faut aller en Éthiopie et c'est pour célébrer à la fois l'épiphanie et le baptême de Jésus. À ce moment-là, on nettoie tout le bassin, donc on le vide, on le nettoie et on le remplit. La plupart des gens donc sautent dans l'eau après la bénédiction de l'eau, tandis que les autres sont aspergés d'eau bénite. Et c'est à ce moment-là qu'on amène donc l'arche d'alliance, Tabot, en procession, et on l'abrite dans le bâtiment donc qui est au milieu jusqu'au lendemain. Juste à côté, donc il y a une église que nous avons pu visiter, du XVIIe siècle, dans laquelle les femmes rentrent à droite et les hommes juste en face. Les peintures sont d'origine, sur tissu ou sur terre glaise. Et notamment, par exemple, cette Trinité, donc là, vous voyez vraiment donc le Père, le Fils et l'Esprit Saint représentés, carrément identiques. Et dans cette église, donc il y a beaucoup de scènes du livre d'Hénoch, qui est un livre reconnu seulement par l'Église d'Éthiopie. Donc je continue le voyage. Donc le parc du Simien dont on voyait déjà les montagnes au loin tout à l'heure. Donc là, on rentre il y a une porte d'entrée pour rentrer donc dans ce parc protégé, à 2800 mètres d'altitude déjà. On repart avec un guide et un éclaireur, un scout armé, il se baladait avec son fusil, parce qu'il y a des animaux. Parce qu'en effet, le parc abrite 3 espèces protégées, des babouins, que l'on va voir, des loups et des bouquetins, Valia, nous avons vu sur la bouteille de bière. Le parc est patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1969 et c'est le 2e site naturel donc reconnu par l'UNESCO après le parc du Yellowstone. Et c'est le seul endroit où on trouve encore ces bouquetins Valia. Haïlé Sélassié, l'empereur, à qui un juge de la région avait offert un Valia, est venu ici et du coup, c'est lui qui a eu l'idée de faire protéger ce site. Donc là, on va donc rencontrer toute une végétation assez particulière, notamment des lichens sur les arbres, du rhododendron, des thym, et cetera, des babouins, donc ça, on va les voir en photo après. Donc notre guide nous raconte à ce moment-là que les babouins n'ont absolument pas peur des blancs, c'est-à-dire de nous, mais évitent les Éthiopiens, les locaux, qui leur lancent des pierres pour les empêcher de manger des récoltes. Et ces babouins, c'est assez étonnant, ont gardé la mémoire des soldats qui, sous le régime de Mengistu, s'en servaient comme cible pour s'entraîner au tir. Donc il y a un dénivelé de folie de 1000 mètres à peu près. Et les villages, du coup, pour le parc national, ont été déplacés. Et on a installé des échelles pour permettre aux gens d'aller cultiver les champs situés en hauteur. Donc on voit d'ici, alors malheureusement, on y était à un moment où il y avait beaucoup de brouillard, mais on voit en tout cas le mont Ras Dachen qui culmine à 4543 mètres de haut, le point culminant de l'Éthiopie, le 4e sommet en Afrique, mais qui n'est jamais enneigé, on est pratiquement sur l'équateur. Donc on est allé voir des cascades, donc vous voyez, c'est un peu brouillardeux. Et donc là, comme on était presque à 4000 mètres d'altitude, c'était pas évident de marcher, il fallait s'arrêter pour reprendre son souffle, assez souvent. Mais on voyait très bien que tout le paysage était donc cultivé, très travaillé, très très soigné. La végétation est absolument, incroyable, donc là, voilà quelques spécimens et les lobélies sont une sorte de yucca qui donne une fleur simplement tous les 7 ans. Donc on a eu la chance d'en voir, quelques-unes. Le brouillard et l'humidité ont dissuadé les Valias de brouter à leur endroit habituel, donc du coup, on continue de grimper et vers 4400 mètres d'altitude, nous finissons par en voir. Donc là, je vous montre simplement quelques photos. Donc là, on se fait un vrai safari photo. Voilà. Alors ensuite, on redescend. Là, on tombe et on s'est baladé carrément au milieu. J'ai même fait un film, une énorme colonie de babouins. Alors c'est très rigolo, on voit les séances d'épouillage mutuel en couple, les mâles dominants qui veillent sur les femelles, qui se battent pour affirmer leur domination, de jeunes mâles célibataires qui suivent le groupe. Donc les mâles dominants, vous voyez, ont ce sorte un peu de crinière. Paraît-il que la nuit, ils dorment accrochés à une paroi à pic pour échapper aux hyènes. Donc voilà, c'était assez impressionnant de les voir. Alors donc nous avons vu les Valias, nous avons vu les babouins, mais par contre pas de loups, voilà. Mais en tout cas, les paysages étaient absolument magnifiques.
Donc le lendemain matin, nous sommes redescendus. Voilà quelques photos de personnes se rendant au marché. Donc vous voyez les habits un peu traditionnels et ces bâtons dont je vous parlais, les enfants qu'on porte dans le dos, comme dans pas mal de pays d'Afrique. Voilà, beaucoup de chevaux. Toujours toutes ces belles, couleurs et les gens sont très, très beaux, ça j'ai oublié de le dire, très les Éthiopiens, ouais, c'est très, très particulier. D'ailleurs, ils sont de très bons coureurs, hein, de marathon. Les gens sont très, très élancés, les traits très fins. Enfin, on a toujours trouvé les gens très, très beaux. Voilà, petite scène, alors voilà le pauvre âne qu'on arrive à distinguer sous cet énorme, ballot de paille. Donc les tout on a déjà vu tout à l'heure. Voilà, toujours de belles couleurs. Alors, arrivé à Aksum. Alors nous sommes maintenant dans la province du Tigré, bah, malheureusement dont on parle puisque c'est la région qui a essayé de faire, sécession. Donc c'est une ville de 200 000 habitants, avec une langue différente mais le même alphabet. Ce site serait vieux de plus de 3000 ans, un des 4 grands royaumes de l'époque avec la Mésopotamie, la Chine et Rome. Aksum était situé sur les routes du commerce de l'encens et de l'ivoire. Donc on voit une stèle longue de 33 mètres qui a été, qui s'est brisée en tombant, qui aurait été renversée, dit-on, par la méchante reine Judith au IXe siècle. Ensuite, il y a au milieu une stèle de 24 mètres qui avait été emportée à Rome en 1936, hein, lors de l'occupation par les Italiens, et qui a été rapatriée en 2005. Ça a été toute une affaire, paraît-il. Donc la décoration comprend des fausses fenêtres, des poutres, donc là on voit certains des dessins. En faisant des fouilles, les Allemands ont trouvé des squelettes et des poteries. Et les obélisques étaient en fer érigés sur des tombes et jusqu'au IVe siècle. Et le granit provient de carrières situées à 5 kilomètres d'Aksum. Il y a un petit musée à côté, voilà, et où on voit bien qu'il y a encore plein de découvertes, à faire. À côté, donc, a été construite une église, très très moderne. À côté, il y avait une petite église ancienne où seulement les hommes, ont le droit de pénétrer, donc je n'ai pas pu la visiter. Une très vieille, église. Donc alors, je vous raconte encore quelques petites, histoires. Donc ce saint, un des saints les plus vénérés, si vous regardez bien, il a qu'un pied. Il a prié debout pendant 29 ans et une de ses jambes a fini par se détacher. Vous voyez la jambe à côté. On le représente sur une seule jambe, mais heureusement, il a gagné 6 ailes dans l'histoire. Un autre saint aussi très, très vénéré, Yared, qui au VIe siècle à Aksum a mis par écrit la musique et c'est lui qui a créé toute la liturgie et un système scolaire. On voit le tambour et la crécelle qui servent à rythmer les chants liturgiques. La canne, alors vous en avez déjà vu, hein, sur d'autres peintures ou d'autres photos, sur lequel on s'appuie parce que figurez-vous que les offices liturgiques durent 3 heures, donc il faut quand même et debout, hein, il n'y a pas de banc. Voilà ce saint dont je vous parlais tout à l'heure en disant qu'il faisait penser à François d'Assise et celui avec le serpent qui l'aide à monter à son monastère. Voilà de nouveau la Trinité. Donc vous voyez là de chaque coin, là ça représente les 4, évangélistes. Ensuite, bon là c'est assez évocateur, hein, le jugement dernier. Aksum est une ville sainte pour les chrétiens d'Éthiopie. Nous sortons de l'église au moment où un enseignement commence à être diffusé par haut-parleur, donc on n'a rien compris. Donc là on est sortis de la ville pour visiter donc, un palais qui malheureusement est en ruine. On appelle le palais de la reine de Saba, qui date du VIe siècle, sans doute construit au-dessus d'un autre palais. Et là, sur le côté, vous voyez une sorte de cactus géante, ça s'appelle un euphorbes et on en verra d'autres. Le lendemain matin, nous quittons, Aksum pour aller donc là, on est vraiment au nord de l'Éthiopie, donc là, maintenant on part vers l'est et on aperçoit donc là, ce sont les montagnes, d'Adoua. Donc voilà, on peut imaginer que la bataille qui s'est passée là. Adoua, outre la ville près de laquelle s'est passée cette grande, bataille, était aussi la ville où le jésuite Andreas Oviedo a établi la première mission catholique au XVIe siècle en Éthiopie. Alors donc on continue
On arrive à Iéa, avec un temple datant du 8e siècle avant notre ère, qui est sans doute la plus ancienne construction d'Éthiopie ou même d'Afrique. Et c'est là que nous avons l'occasion de discuter un bon moment avec un archéologue allemand qui nous a fait penser à Indiana Jones avec son chapeau et qui prend le temps de lever les yeux du carton sur lequel il dessine chacune des pierres. Ça, c'était un travail de folie. Et il nous explique ce qui se passe, hein. Il n'y avait que nous comme visiteurs. Il nous raconte que le calcaire aurait été transporté sur 80 km à dos d'homme. Et quand on se pose la question, il nous dit que voilà, lui est allemand, ça n'a rien d'exceptionnel, ce n'est qu'une affaire d'organisation. Les plaques de marbre qui étaient utilisées pour la décoration, mais qu'on ne voit plus, ainsi que les artisans qui le travaillaient viendraient du Yémen, et l'édifice aurait été un temple dédié au dieu Amulga, et également vénéré en Arabie, où on a trouvé des constructions semblables. Le bâtiment est resté debout car il a été utilisé à un moment donné comme église. Il y a d'ailleurs aussi un petit bassin qui a peut-être été un baptistère. Les pierres sont assemblées de façon très précise. Chaque pierre est taillée pour aller spécialement avec sa voisine. Donc là, on voit un petit peu, enfin, il nous avait expliqué tout ça. Il y a un petit musée à côté. Voilà. Donc ensuite, on continue. Donc là, voilà, c'est, vous voyez, devant une banque, dromadaire qui passe. Une très belle fleur. Et là, à un moment donné, la route devient plus ou moins une piste. C'est un petit peu compliqué, d'ailleurs la voiture était restée coincée. Et c'est The Forb, là, dont je vous parlais tout à l'heure. Ensuite, nous visitons une petite église. Alors, il a fallu faire de nouveau un peu d'escalade, voilà, monter l'échelle, pour rentrer dans une petite grotte toute petite. Alors, comme souvent en Éthiopie, la date rapportée par la légende, 4e siècle, diffère de celle qu'ont trouvées les chercheurs qui disent qu'elle date du 10e siècle. Enfin, c'est déjà pas mal ancien, mais c'est toujours la légende qui compte. Dans cette grotte règne une forte odeur d'urine de chauve-souris. Le prêtre arrive pour nous ouvrir la porte et on y trouve à l'intérieur un capharnaüm pas possible, des fausses portes sculptées en hauteur. Vous voyez, je vous parlais tout à l'heure de fausses fenêtres ou de fausses portes, des croix au plafond. Et un travail incroyable parce que tout ça a été sculpté dans le roc. Donc ensuite, on continue. Donc voilà ces paysages. Donc là, on va passer 2 jours. On va être dans une sorte de lodge et on va passer un très bon moment face aux aiguilles du Gueralta. Et c'est là où nous avons eu la chance de rencontrer le propriétaire du lodge, qui est celui qui a écrit ce guide. Alors, si un jour vous allez en Éthiopie, donc prenez le guide Olizan, qui est très bien fait, là, que j'ai du coup refeuilleté ce matin. Et donc, on a pu avoir des conversations intéressantes sur l'Éthiopie. Et donc, cet Italien qui s'est installé là-bas, donc est venu prendre sa retraite après avoir exploré l'Éthiopie pendant très longtemps, depuis 91. Donc voilà, ensuite, donc là, c'est les paysages qu'on avait depuis nos petits bungalows. Et à ce moment-là, donc nous reprenons la route. Donc le village, voilà, la ville s'appelle Ossienne. Là, on va carrément faire de l'escalade. Donc c'est pour ça que voilà, je partage tout ça avec vous, mais je sais que beaucoup de gens n'auront jamais l'occasion d'y aller car c'est vraiment, voilà, on grimpe pendant 1 heure et demie. Il faut vraiment être très, très en forme et puis rappelez-vous qu'on est assez haut en altitude. Donc on arrive finalement donc à un lieu où on va visiter une petite église. Donc là, je vous parlais de gongs en pierre qui remplacent les cloches. Donc là, on en voit ici. On arrive dans une petite église qui date du Xe siècle, même si la légende parle du VIe, qui est toute creusée aussi dans la roche. Des cérémonies ont lieu ici à l'occasion de certaines fêtes. Les baptêmes sont célébrés 40 jours après la naissance pour les garçons et 80 jours pour les filles, car paraît-il qu'Ève serait arrivée 40 jours après Adam. Donc ces peintures dateraient du 7e siècle. Donc voilà, je vous laisse juste les regarder, hein. Les couleurs sont très belles, c'est absolument fabuleux. Les pigments proviennent de plantes ou de roches. La porte est toute petite, comme dans les autres églises que nous avons visitées, car il faut minimiser l'entrée du soleil qui abîmerait les peintures. Les roches sont fragiles, la pierre des piliers est rongée par l'humidité. Certaines zones sont noires de fumée. Si certains personnages
sont présentés de profil, ce sont des méchants. Ils n'ont qu'un œil qui les empêche de voir la vérité. Vous vous rappelez du saint Cannibale? Voilà, on le voit là avec ses ossements. Mais là, maintenant, il a 2 yeux, donc a priori, il a été racheté. Alors, on nous a raconté que des femmes souvent ont tatouage sur le cou, ce qui protège des goitres qui sont dus au manque d'iode dans ces régions. Donc là, voilà, on ressort de l'église et là, on voit donc ce prêtre qui nous a accueillis et là au moment qui nous regarde en fait, redescendre. Vous voyez ce paysage, c'est quand même assez vertigineux. Alors dans la même journée, donc on est redescendu donc, au lodge et on remonte de nouveau 1 heure et demie de grimpette. Donc là, vous voyez, hein, c'est quand même, assez sportif. C'est là on a découvert que notre fille avait le vertige et autrement alors il fallait laisser ses chaussures là en bas de cette paroi. On les a retrouvées après et surtout savoir que le prêtre, lui, qui nous accueillait, bah, faisait ça, quelquefois plusieurs fois dans la journée et pieds nus. Donc là, on a visité une petite grotte. Donc là, on arrive tout en haut. On a passé un petit moment à admirer le paysage. Vous voyez, c'est absolument fabuleux. Alors Marie-France a choisi donc une photo pour faire l'annonce de cette conférence et ça m'a amusée de retrouver une voilà, qui est assez identique à celle-là. Donc à l'intérieur de l'église, donc vous voyez, on rentre de nouveau par une petite porte, donc il nous ouvre, là il avait les clés. On enlève ses chaussures et on rentre dans l'église. Donc là, bon, j'ai pas beaucoup de photos, mais c'est surtout que je voulais vous montrer ce type de couleur, hein, ça diffère de ce qu'on a vu tout à l'heure et là, on l'appelle une croix de Gondar. Alors là, il s'agit d'une petite église qu'on verra le lendemain, Daniel Corcor. Alors on commence à avoir des courbatures après ces 2 ces 2 grimpettes et cette fois-ci, là, les couleurs sont différentes, vous voyez, du jaune et du orange. Cette église qui date du XIVe siècle. Et on voit, voilà, l'Esprit Saint, voilà, le baptême, a priori le baptême du Christ. Donc là, on a eu la chance ensuite en redescendant de s'arrêter dans la famille de notre guide. Donc vous voyez comme dans beaucoup de pays, on voit ça aussi notamment en Inde, les bousses de vache que l'on fait sécher et qui servent ensuite de combustible. Là, nous allons vivre, un peu, voilà, une petite scène que nous aurons plusieurs fois car, bon, je ne vous ai pas encore parlé du café, j'en parlerai à la fin, mais c'est donc une des spécialités de l'Éthiopie. Donc là, voilà, on va passer un petit moment avec, donc cette femme va broyer les graines et nous préparer du café. Donc là, on voit un four à injera, hein, ces grandes galettes que je vous ai montrées au début. Donc là, vous voyez cette femme, elle est très belle, hein, elle vit dans une petite maison, tout en torchis et tout est beau et avec un accueil très, très chaleureux. Donc là, on va continuer la route, visiter une autre église. Donc là, vous voyez encore des exemples d'autres peintures. Donc là, c'est du nom de 2 frères, jumeaux, encore des fausses fenêtres et là, c'est un jour de pèlerinage, donc il y a pas mal de monde. On continue, toujours en allant vers, Mekele. Donc là, on voit nos premiers dromadaires. Enfin, on en a déjà vu un tout à l'heure, mais là, on en voit beaucoup plus sur la route. Donc à Mekele, on va arriver. Alors là, j'ai pas pris de photos. C'est une ville, la capitale du Tigré, deuxième ville d'Éthiopie, ville industrielle avec une usine Peugeot Citroën et une grande université. Et à partir de cette ville-là, donc où nous allons passer la nuit, il y a 400 kilomètres de route jusqu'à la Libella, qui est notre dernière, destination. Et là, on va commencer à apercevoir quelques mosquées et du coup, discussion un peu sur l'islam. Alors bon, là, je vous fais pas visiter toute l'Éthiopie, hein, nous n'avons pas eu le temps d'aller partout, mais beaucoup plus vers, Djibouti. Donc il y a une ville qui s'appelle Harar, où Arthur Rimbaud aurait travaillé comme négociant d'armes et qui est la 4e ville sainte pour les musulmans d'Éthiopie, après la Mecque, Médine et Jérusalem. Et à l'époque, on nous avait dit que les religions cohabitaient sans problème.
Donc ensuite, on remonte dans la montagne et c'est là où on va, s'arrêter en voyant un énorme attroupement et on nous racontera que c'est la fête du drapeau. Donc là, vous reconnaissez le drapeau de l'Éthiopie et là, ce drapeau-là est le drapeau du Tigré, donc de cette, province qui qui a essayé de faire sécession et qui a déclenché la guerre en novembre 2020. Donc là, on voit une population beaucoup plus mélangée. Donc on continue la route. Donc voilà quelques paysages, donc très agricoles avec les petites maisons, en torchis. Ici, les gens disent, salam, se saluer, hein, comme, shalom. Voilà vraiment des scènes de vie à la campagne, donc c'est clair qu'il y a rien de motorisé, donc la vie est rude, c'est voilà énormément de travail, tout le monde est dans les champs. Alors juste avant que le la nuit tombe, hein, sur l'équateur, la nuit tombe assez vite. On arrive à visiter donc cette, première église qui annonce un peu celle que nous allons voir à la Libella et Guénété Mariam, ça veut dire le paradis de Marie et tout est construit dans la roche, hein. On voit bien que c'est le sol qui a été creusé et voilà, l'église, elle n'a pas été construite, elle a vraiment c'est une partie du rocher. Et du coup, il fait noir quand nous arrivons à la Libella et c'est pas très facile de rouler sur une route où marchent des enfants, des troupeaux, voilà, je vous ai dit que tout le monde, marchait. Donc à la Libella, où nous arrivons, nous sommes à 700 kilomètres d'Addis Abeba. Alors ça, c'est sans doute le lieu le plus connu d'Éthiopie, absolument incroyable. Donc c'est un lieu où il y a 11 églises, donc nous avons pu tous, visiter, donc nous avons vraiment passé le temps. Et là, on arrive, il fait moins chaud qu'ailleurs. Donc la ville est en altitude, entourée de montagnes culminant à plus de 4 200 mètres. Lalibela était le nom d'un roi, aussi nommé Gebré Mascal. Mascal, ça veut dire la croix, donc c'est le serviteur de la croix, qui a probablement vécu au XIIe siècle, qui a été le plus illustre des souverains de la dynastie Zagoué, qui a commencé après la chute d'Aksum au XIe siècle. Hein, donc c'était des rois de la dynastie de Salomon. Cette dynastie a compté 11 rois, des prêtres et des saints. Et ceux-ci régnaient chacun 40 ans et ensuite passaient le pouvoir à leurs frères ou à leurs cousins. XIe siècle, c'est le moment où l'Occident découvre l'existence d'un royaume chrétien, au-delà des terres de l'islam, le royaume du mythique prêtre Jean, vous en avez peut-être entendu parler. Au XVIe siècle se nouent des liens diplomatiques entre l'Éthiopie et le Portugal. Les Portugais font le tour de l'Afrique pour trouver le prêtre Jean, non, dans cette fameuse légende. Ils pensent l'avoir trouvé en Éthiopie. En 1520, le missionnaire portugais Francisco Alvarez découvre la Libella et le racontera dans son livre Vraie information des états du prince Jean. Et il écrira plutôt, si je parle des églises de la Libella, personne ne va me croire. Et c'est vrai que c'est assez incroyable. L'ancien nom de la Libella est Roa, à l'origine Édesse, qui est maintenant la ville d'Urfa en Turquie. Et on raconte que cette ville a été transportée ici, ce qui expliquerait la proximité culturelle entre l'Arménie, dont je parlais tout à l'heure, et l'Éthiopie. La ville d'Édesse tombe en 1144. Jérusalem est pris par Saladin en 1187. Et l'idée, en fait, est de transporter Jérusalem ici, avec son Golgotha, le mont des Oliviers, le Jourdain, tout, la totale. Et de faire de la Libella la nouvelle Jérusalem en Éthiopie, puisqu'on ne pouvait plus aller à Jérusalem, qui était pris par les musulmans. Donc, comme je vous l'ai dit, cette ville compte 11 églises, réparties en 3 groupes, creusées dans la roche en 20 ans. Alors, paraît-il, avec l'aide des anges qui travaillaient la nuit, qu'on ne voyait pas. Alors, pourquoi on a construit 11 églises? Pourquoi on les a creusées plutôt? Pour se cacher de l'ennemi, monter et descendre, gagner ainsi son paradis? Comme un rappel de Jésus né dans une grotte, et ainsi déposé dans une grotte après sa mort? Il y a beaucoup d'interprétations. On n'en sait pas plus. Le système de canalisation d'eau a permis une bonne conservation du site. Il y a des tunnels qui relient les églises entre elles.
Des piliers en briques ont été rajoutés en 54. Les niches, tombes ont été vidées. En 2008, alors je ne l'ai pas pris en photo parce que c'est très moche, mais l'UNESCO a construit des bâtiments et des toits au-dessus des églises qui au moins aident à conserver. Donc cette première église-là que vous voyez, en fait, est sous un grand toit. Donc cette première église est la seule avec des piliers à l'extérieur. C'est la plus grande église creusée au monde. C'est la maison du Sauveur du monde qui représente le pouvoir de guérison de la croix. Il y a un bassin pour les baptêmes, 4 piliers donc à chaque coin, une croix. La maison du pain pour préparer l'Eucharistie, Bethléem dont je vous parlais. Car en Éthiopie, on ne communique qu'après s'être confessé. Carré, l'église a 5 travées, 5 ogives, avec un centre voûté. Et c'est un lieu de pèlerinage dès le début. Et elle est toujours ouverte. Ici sont gardés le bouclier et le couvre-chef du roi, ainsi qu'une croix qui a été volée en 96 et est récupérée ensuite en Belgique. Et symbolisé là-bas le tombeau des patriarches, Abraham, Isaac et Jacob. Dans celle-là, il n'y a pas de peinture. Il y a 72 piliers, 3 entrées pour le Saint des Saints. Alors, je vous parlerai de la svastika ensuite. Alors, pour ceux qui ont suivi une conférence sur le bouddhisme, vous savez déjà ce que c'est. Donc là, on voit cette autre église dont on peut faire le tour. Ce n'est pas le cas de toutes. Et là, c'est intéressant. Le symbolisme est intéressant. Il y a 3 fenêtres qui représentent la Trinité, la croix, le Christ. Là, c'est, vous voyez, la croix. Cette forme-là, qu'on retrouve à pas mal d'endroits, représenterait l'utérus de Marie. Et là, à droite, le bon larron, voilà, avec une petite fenêtre allant vers le ciel. Et à gauche, mais là, je ne l'ai pas, il y a le mauvais larron qui va vers l'enfer. Donc, on retrouve, je retourne en arrière, les svastikas, donc ce qu'on appelle malheureusement depuis Hitler la croix gammée, qui représenterait les 4 points cardinaux. Voilà. Aller aux 4 coins du monde annoncer la bonne nouvelle. Là, voilà, donc là, notre guide, Adsinap, avec qui nous sommes toujours en contact. Donc, on rentre ensuite dans l'église, après avoir vu voilà, tous ces symboles dont je viens de vous parler. Beta Mascal, donc Mascal, ça veut dire la croix, ça je vous l'ai déjà dit. C'est la plus petite église creusée dans le roc et on ne pourra pas en faire le tour. Elle est vraiment plaquée sur la paroi. Vous voyez, on passe de l'une à l'autre. Certaines sont voilà, pas forcément en très bon état. Alors, je reviens sur celle-là. Donc, il y a une église dans laquelle il y a un pilier. Donc là, je ne l'ai pas en photo. À l'entrée du Saint des Saints recouvert de tissu, gravé en gaze, en grec et en hébreu. Et il paraît que la date du fin du monde est gravée. Alors, rappelez-vous qu'il faut enlever 7 ans et 8 mois. Alors, les habitants des environs ont été déplacés dans un nouveau village il y a quelques années. Donc, ils n'habitent plus en fait sur place. Donc là, on voit des jeunes qui étudient et qui recopient aussi des peintures qu'on peut. Alors, nous en avons acheté sur des pots des grandes bandes de peaux de chèvre. Alors, on a eu l'occasion, en rentrant donc dans des églises, d'entendre chanter les prêtres avec leurs crécelles et leurs tambours. Alors, mais surtout, je vais vous faire visiter donc Saint-Georges, Georgis, c'est Georges, qui est la plus célèbre des églises de la Libella. Vous avez sûrement tous déjà vu cette photo. Elle est en forme de croix grecque et très profonde. Et c'est la dernière qui a été construite. Symbole de l'arche de Noé. Il y a des portes pour les gros animaux.
des fenêtres pour les oiseaux. Le mont Ararat où s'est échouée l'arche, alors ce fameux mont Ararat qui est très important pour les Arméniens. Il y a un petit bassin en bas, il y a des roseaux qui servent pour la fête des rameaux. Et là, l'église a des gouttières et du coup, c'est la seule qui n'est pas recouverte d'un grand toit. Voilà, il n'y a pas de fresques, mais des croix latines au plafond. Je vais trop vite. Alors, ce n'est pas dans la mentalité de rénover, donc on laisse les choses dans l'état où elles ont été créées. On dit que 40 000 ouvriers ont été nécessaires pour construire ce chantier. Saint Georges voulait absolument une église à son nom. Il a demandé au roi de tailler une dernière église. Et on voit un instant, alors ça ne donne pas grand-chose en photo, donc je ne vous l'ai pas mise, mais on voit des traces de sabots où, paraît-il, voilà, son cheval aurait pu grimper. Et quand on monte ensuite pour voir donc tout le site, donc notre guide a pu nous montrer voilà, le mont des Oliviers, le mont Tabor où a eu lieu la transfiguration, et donc toute la symbolique de la Nouvelle Jérusalem. Donc ensuite, on visite un deuxième groupe d'églises qui, elles, ont été rénovées par les États-Unis. Donc voilà, celle-là est sans doute aussi la plus ancienne. On ne sait pas du tout où était l'entrée d'origine. Elle n'est pas orientée de la même façon avec le Saint des Saints vers l'est. On ne sait pas du tout si ça a été construit en même temps. Il n'y a pas de peinture ni de sculpture. Il y a un grand pilier qui représente le Christ. Et il y a une porte sur le côté qui permet d'entrer dans une petite église qui n'est utilisée pour les cérémonies qu'une fois par mois. Ensuite, on a pris un petit tunnel où on était dans le noir complet pour aller jusqu'à cette église. Donc voilà, vous voyez les grands tambours. Donc il y a souvent aussi ce grand rideau. On voit le prêtre là au fond et les fameuses grandes cannes telles que vous les avez vues. Alors voilà les 2 dernières églises. Donc celle-là est très, très profonde. Alors vous voyez qu'on laisse ses chaussures. Alors oui, une petite chose amusante, on les laisse toujours dans le sens de la marche pour pouvoir repartir. Donc voilà, dernière église monolithique d'Éthiopie. De celle-là, on peut faire le tour. En haut, il y a des fausses fenêtres. Et la dernière, donc qui rappelle un peu, en tout cas pour sa construction qui là est dans le roc, et là on ne peut pas faire le tour, qui rappelle un peu Pétra en Jordanie. Et ici, le saint, donc Abba Libanos, aurait fait jaillir de l'eau avec son bâton. Et voilà, l'œil de Dieu est gravé en haut des piliers. Donc là, on ne voit pas vraiment, mais ce serait, paraît-il, l'œil de Dieu. Donc voilà, la Libella. Je disais qu'on n'aurait pas pu y aller, et je pense que c'est encore difficile d'y aller, car la ville a été occupée par les rebelles tigréens d'août à décembre 2021. Elle a échappé au pire, sans doute grâce à sa dimension spirituelle, le fait d'être un lieu de pèlerinage, car la Jérusalem d'Afrique est un lieu sacré de l'orthodoxie éthiopienne Tewa Edo, qui est le culte majoritaire en Éthiopie, partagé par les Amaras et les Tigréens, ces 2 communautés donc rivales, donc qui ont été les 2 principaux belligérants. Et voilà, je lisais un article justement dans Le Monde là-dessus, qui parlait d'un prêtre qui a vraiment œuvré pour que chacun respecte le site, et parle donc des militaires tigréens qui, avant de rentrer dans une église, enlevaient leurs chaussures, déposaient leur kalachnikov à l'extérieur. Donc le lieu, du coup, a échappé au pire. Dieu merci. Alors, pour terminer ce voyage et puis laisser un peu de place ensuite, donc pour vous parler de quelques livres et puis avoir un peu de temps pour les questions, on va faire une petite halte dans une maison du café. Donc Bouna, ça veut dire café. Bounabed, c'est la maison du café. Donc là, désolée, mais je ne peux pas vous fournir l'odeur qui va avec, mais ça a été chaque fois un grand bonheur de sentir vraiment cette belle odeur de café, et tout le soin pris pour préparer le café donc dans ces petites tasses, comme un peu du café, ce qu'on appelle nous du café turc, avec la poudre qui reste au fond. Alors le café arabica produit 50% en tout cas des
du bénéfice des exportations de l'Éthiopie. C'est un symbole de l'hospitalité, donc on nous offre effectivement du café chaque fois que nous arrivons quelque part. Les fèves sont pilées et grillées au-dessus d'un brasier de charbon et d'encens, donc il y a aussi une autre odeur qui se mêle. On l'infuse à 3 reprises dans une carafe en terre cuite, donc là vous avez un exemple là, sur la gauche. On y rajoute, alors c'est pour ça qu'on demande, c'était d'ailleurs la même chose en Arménie, si vous voulez du café sucré, il faut le dire dès le début quand on le prépare, parce que comme on ne va pas mélanger, il faut que le sucre soit rajouté dès le départ. On peut rajouter donc des clous de girofle, parfois de la cardamone. Le nom café vient de la province de Kaffa, où il est cultivé depuis le 9e siècle. Le café était transporté jusqu'au Yémen, et c'est à partir du Yémen, donc de l'autre côté de la mer Rouge, que les marchands ont assuré la diffusion vers l'Occident à partir du 15e siècle. Donc voilà, une petite histoire du café. Donc, à chaque fois, j'aime bien vous donner des titres de livres, et puis pour moi, c'est aussi une manière de voyager, de vraiment rentrer dans l'esprit du pays, des livres à lire avant, pendant ou après le voyage. Donc, je vous ai déjà parlé de Jean-Christophe Ruffin, donc, et de ces 2 livres. Donc, Asmara, c'est la capitale de l'Érythrée aujourd'hui. Asmara et les causes perdues, et l'Abyssin. Donc, et Jean-Christophe Ruffin s'est inspiré de James Bruce, un Anglais du XVIIIe siècle. Un beau livre aussi, donc, sur un coureur de marathon, Où en est l'ennemi. Là aussi, un beau livre. Astéraï, aussi, voilà, si vous vous plongez dans l'ambiance éthiopienne. Et là, des livres plus avec des photos. La porte des larmes, alors ça, c'est absolument magnifique. Des photos superbes. Donc là, c'est plutôt à lire après un voyage, ou peut-être après cette conférence. Un livre de Malaparte, Voyage en Éthiopie, et pour ceux qui aiment les BD. Donc, ce livre d'Hugo Pratt, Les Éthiopiques, avec aussi des dessins absolument superbes. Donc voilà, puis j'ai d'autres titres aussi, mais en anglais, donc ça, je pourrais vous les donner éventuellement si ça vous intéresse. Il y a aussi un livre qui s'appelle Le Royaume perdu, qui est sur l'histoire des jésuites venus de Goa en Inde jusqu'à Gondar et qui ont converti l'empereur. Donc voilà, là on a encore un petit peu de temps pour les questions, parce que je suis sûre que vous en avez beaucoup. Donc voilà, place aux questions.